Il est 11h50, l'horreur absolue, le procès des viols de Mazan et cette épouse droguée par son mari abusée par une cinquantaine d'hommes. Sans doute avez-vous appris cette histoire invraisemblable. Le procès s'est ouvert hier à Avignon, avec des accusés âgés de 26 à 74 ans. Les débats sont publics, la honte doit changer de camp. Et vous avez peut-être vu cette femme admirable, courageuse, Gisèle, pardonnez-moi, qui est arrivée et qui a voulu que les caméras soient présentes. Lors de l'instruction, le mari a reconnu que certains soirs, il administrait de puissants anxiolytiques à sa femme à son insu, du Temesta le plus souvent, pour ensuite la faire violer par des hommes contactés sur Internet. Il a daté les premiers faits de 2011, quand le couple vivait encore en région parisienne. Des accusations graves, évidemment. Des accusés célibataires, mariés ou divorcés, pompiers, artisans, infirmiers, gardiens de prison ou encore journalistes. C'est ça qui est absolument effrayant, j'ai envie de dire. Ce sont des hommes comme tout le monde. Les experts parlent de sentiments de toute puissance sur le corps féminin. Gisèle, l'épouse, ne s'est rendue compte de rien jusqu'à découvrir à 68 ans. Elle n'a aucun souvenir de ces viols. Je vous propose d'écouter maître Stéphane Babonneau, qui est avocat de la victime. Il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé afin que des faits comme cela ne se reproduisent plus jamais. Maître Béatrice Savaro est, elle, l'avocate de Dominique, qui était le mari et principal accusé. Il sera dans la reconnaissance des faits, dit-elle. Il était au fond de son siège et il attendait patiemment, mais la salle d'audience est faite de telle sorte que y a un face-à-face entre les deux parties. Mais bon, pour l'instant, j'ai senti, en tout cas moi qui le connais maintenant un petit peu depuis assez longtemps, une vraie émotion. Il sera dans la conduite qu'il a eue jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qu'il a déclaré dès la garde à vue, dès qu'il a été interpellé. La reconnaissance des faits dans leur intégralité, sans chercher à se disculper ou à minimiser. Donc voilà, ça c'est son état d'esprit et c'est la ligne de conduite qu'il aura sur ces 4 mois. Alors il y a 51 mises en examen qui vont donc comparaître et ce procès va durer 4 mois jusqu'en décembre. 51 personnes. Vous avez peut-être vu d'ailleurs les images hier. On voit donc cette femme, elle avait des lunettes de soleil mais elle a accepté les caméras et on voyait dans la salle d'audience les hommes, je crois qu'il y en a des 17 qui vont comparaître et qui sont détenus, et puis les autres ont été laissés en liberté. Et ces hommes qui ont été filmés hier, et on les voyait fuir le regard de la caméra, regarder le sol, et évidemment, je l'espère en tout cas, éprouver un sentiment de honte. Le procès a lieu jusqu'au 20 décembre. Et je vous propose d'écouter Louis-Alain Lemaire, qui est l'avocat de 4 accusés. Et que disent-ils, ces accusés? Ils excluent leur responsabilité, ils disent on ne savait pas, et ils pouvaient penser que c'était une sorte de jeu d'un couple échangiste qui les faisait venir et pouvaient même imaginer, c'est ce qu'ils ont dit à l'instruction, que cette femme faisait semblant de dormir. Donc écoutez Louis-Alain Lemaire. J'ai confiance dans la justice et je crois que c'est un peu le profil de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont tous sauf des violeurs et ils se sont retrouvés là dans des circonstances particulières comme ayant pensé rencontrer un couple échangiste. Cette histoire est absolument incroyable. J'ai pensé moi à Simon, j'ai pensé au tréfonds de l'âme humaine, j'ai pensé à la motivation de ces gens, j'ai pensé comme vous d'ailleurs, comme nous tous, on est sidérés lorsqu'on apprend cela, parce que c'est votre voisin de palier qui, le soir, à minuit, répond à une annonce Internet et va violer une femme endormie sous les yeux de son compagnon. Et vous savez comment cette affaire est-elle sortie? C'est parce que l'homme filmait. Il filmait. Et c'est presque un hasard si cette histoire est arrivée jusqu'au policier, parce qu'il n'y avait aucun témoignage. C'est lui-même, parce qu'il avait filmé, qu'il s'est mis d'une certaine manière en danger.
Il a honte de ce qu'il a fait, c'est impardonnable, a plaidé auprès de la presse lundi matin son avocate, Béatrice Zavaro, que vous venez d'entendre, estimant qu'on est dans ce dossier dans une forme d'addiction. La ligne de conduite de mon client, c'est qu'il reconnaît qu'il a fait, qu'il n'y a pas une once de contestation depuis le début. Alors je l'ai dit, pompier, artisan, infirmier, gardien de prison ou encore journaliste, je vous vois soupirer, Géraldine. Non mais qu'est-ce qui passe par la tête de ces hommes pour agir ainsi ? Ça doit être des pères de famille, des maris. Mais quand je vous dis le tréfonds de l'âme humaine, Au secours. personne. Mais vous savez, je faisais ce matin des parallèles de ce que les hommes sont capables de faire, et je citais ces hommes ou ces femmes d'ailleurs qui, dans les années 40, travaillaient dans un camp de concentration, entraient, puis sortaient, et puis le soir vivaient tranquillement avec leurs femmes, leurs enfants, et puis le matin, ils allaient travailler dans un camp de concentration, ils voyaient ce qui se passait. Voilà. Et je disais aussi qu'à Nuremberg, personne n'a plaidé coupable. Personne dans les généraux allemands n'a plaidé coupable. Il n'y a qu'une personne qui a plaidé coupable, c'est Albert Speer, qui était l'architecte. Donc, quand il est confronté, l'homme, à des situations de ce type, il exclut sa responsabilité. C'est presque une manière de se protéger. Parce qu'autrement, tu te suicides. Tu te suicides. Si tu admets ce que tu as fait, tu te dis « je suis vraiment une personne… donc t'as une forme de protection, j'imagine, de dire « bah oui, je ne savais pas, cette femme dormait, que sais-je ». Et là, on est au cœur… D'ailleurs, ce sont les émissions de notre ami Christophe Ondelat. Ça serait intéressant de l'appeler, d'ailleurs, Christophe, sur un sujet comme celui-là et d'avoir son avis. Je ne sais pas s'il est dans la maison ou pas, Christophe Ondelat, je le dis à Laurent Tessier, mais c'est vrai que ça serait… Moi, j'aimerais bien avoir son avis. Pompier, artisan, infirmier, gardien de prison, journaliste, célibataire, marié, divorcé. La majorité des accusés sont venus une fois, plusieurs fois, jusqu'à 6 fois. Ils ne souffrent d'aucune pathologie psychique notable, selon les experts, qui ont toutefois pointé leur sentiment de toute puissance sur le corps humain. Aucun ou peu avaient, je crois qu'il n'y avait même pas de casier judiciaire. Beaucoup maintiennent encore qu'ils pensaient seulement participer au fantasme d'un couple libertin. Mais tous savaient que Gisèle Pellico, c'est son nom, était droguée et inconsciente, ce qu'a toujours affirmé le mari. Pour les hommes recrutés sur coco.gg, alors je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un site de rencontre accusé d'être un repère de prédateur. Oui. Il a été interdit depuis. Oui, puisqu'il y avait un jeune homme, vous vous souvenez, qui s'était fait piéger via ce site. Tout à fait, et qui avait été bastonné, bien sûr. Je me souviens, et même peut-être plus que cela, je me demande si ce jeune homme n'était pas décédé, me semble-t-il, dans cette mauvaise rencontre et de ce qu'il avait eu. Pour les hommes donc recrutés sur Coco, ce site fermé depuis juin, les consignes étaient strictes pour ne pas réveiller la victime, ni parfum, ni odeur de cigarette, et se réchauffer les mains en passant sous l'eau chaude. Gisèle Pellico ne s'est rendu compte de rien jusqu'à découvrir à 68 ans, lorsque l'enquête a débuté à l'automne 2020, après presque 50 ans de vie commune. Son mari venait d'être surpris dans un centre commercial en train de filmer sous les jupes des clientes. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'ils ont repéré cet homme, je le répète, c'est ça qui est absolument incroyable. Cet homme filme sous les jupes des clientes, il est donc repéré, les policiers l'arrêtent pour ça et découvrent dans son portable tout ce qu'il a filmé depuis des années. C'est invraisemblable. Vraiment, c'est une histoire absolument invraisemblable. Il est 11h58, on va marquer une pause avec le rappel des titres d'Émilie Dez et nous revenons dans une seconde. Je vous parlais il y a un instant de ce site Coco qui a été fermé et du jeune homme qui avait fait un mauvais rendez-vous et qui était mort. En fait, il s'agit de Philippe Kopman, il était âgé de 22 ans et il a été tué à Grande-Synthe dans le Nord, dans un guet-apens. C'était l'un des suspects interpellés qui a déclaré aux enquêteurs avoir créé un faux profil sur le site Coco, donc qui a été fermé depuis, en se faisant passer pour une jeune fille mineure et avait donné rendez-vous au jeune homme depuis plusieurs années. Des pièges semblables à celui-ci se multiplient via cette plateforme. Elle a été fermée et elle est au cœur donc de l'affaire des viols de Mazan.